Donc, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la seconde session de notre série d'apprentissage virtuel du printemps, Démarrer votre carrière du bon pied, qui s'intitule Orientation de carrière et compétences en leadership. Donc, veuillez noter que cette session se déroule en français. The English session was offered earlier from 1 to 2 p.m. today. Donc, je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et j'aimerais également souligner que plusieurs personnes se joignent à nous aujourd'hui à partir de différentes régions du pays. Alors, je vous encourage tous et tous à reconnaître les terres sur lesquelles vous vous retrouvez également. Et au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Q&A, questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce à l'air ou thumbs up. Donc, comme toutes les sessions du RGFF, celle-ci est enregistrée. D'ailleurs, tous les enregistrements et la série euh, de de diffusion de podcasts peuvent être consultés à tout moment. Donc, nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont publiées sur notre page Wiki afin que vous puissiez la suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Donc, de plus, toutes les ressources partagées lors de cette session seront disponibles sur la page Wiki sur la rubrique Ressources. Donc, je m'appelle Émilie Lontin et je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis une analyste de données au sein de la division du commerce et des comptes internationaux à Statistique Canada. Et je suis aussi coprésidente du réseau de professionnels de Stacken et du réseau de jeunes professionnels de la région de la Capitale-Nationale. Pour donner une brève description physique de moi-même, j'ai les cheveux bruns frisés, la peau blanche avec des taches de rousseur et les yeux bleus. Je porte des lunettes et un chandail noir avec un gilet beige par-dessus. Et au cours de cette séance, on couvrira orienter les incertitudes professionnelles en toute confiance, comprendre les compétences en leadership adaptées aux jeunes fonctionnaires, fournissant les compétences et les connaissances essentielles pour excéder dans leur rôle, apprendre à élargir son réseau professionnel, découvrir des informations consolidées sur la formation et des ateliers pertinents et explorer des occasions de micro-missions et d'affectation, et explorer des possibilités d'amélioration des compétences linguistiques. Donc, avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas d'un test et ce n'est pas obligatoire. Donc, la première question est, comment évaluez-vous votre connaissance des compétences en leadership en général? Les options sont 1, aucune connaissance, 2, peu ou pas de connaissances, 3, moyenne, 4, connaissances supérieures à la moyenne et 5, expert. Donc, on voyait les réponses rentrer. Semble comme si en ce moment la majorité vote pour moyenne, en fait, de connaissances, et par la suite, connaissances supérieures à la moyenne, et après ça, peu ou pas de connaissances. Et la deuxième question était, avez-vous fait part de vos aspirations professionnelles à vos gestionnaires? Donc, oui, et ou elle m'a soutenu. Oui, mais cela n'a pas été très productif. Non, je n'ai pas encore eu cette conversation. Ou non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et ça semble un bon mix entre non, je n'ai pas encore eu cette conversation ou et oui, elle m'a soutenu. Donc, merci de votre participation au sondage. Je voudrais maintenant passer vous présenter les panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Vincent Piette est conseiller et raconteur au secrétariat du Trésor du Canada et le fonctionnaire depuis 2019 et il a complété sa maîtrise en administration publique à l'Université de Victoria en 2023. Christopher Bozick a travaillé pour le gouvernement de 1990 à 2023. Durant ses 33 ans, il a travaillé dans le domaine de la douane, de la planification stratégique, de la gestion des rendements, des valeurs de l'éthique et de la formation des leaders en fonction publique. Il a passé 10 ans à l'École de la fonction publique où il a mené le programme de leadership visant les nouveaux et futurs directeurs et les nouveaux gestionnaires. Ensuite, nous avons
Rachel Haché et elle est conseillère en orientation professionnelle de formation et une coach professionnelle certifiée. Depuis 2006, elle travaille à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, où elle est gestionnaire de programme de RH. Elle est également la coprésidente de la communauté de pratique interministérielle sur la gestion des carrières. Donc, commençons dès à présent. Je vais maintenant passer la parole à Rachel pour commencer la présentation. Bonjour, merci Émilie. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais me décrire brièvement. Donc, j'ai les cheveux châtains aux épaules. Je suis de couleur peau blanche. J'ai des lunettes principalement pour cacher mes rides. Des rides, c'est des lignes qu'on a dans le visage au fur et à mesure qu'on atteint un certain niveau de maturité. Donc, ça vous donne une idée sur mon âge. Et aujourd'hui, je porte un veston beige et une chemise bleue. Euh, et c'est à peu près ce que je peux décrire pour aujourd'hui dans ce qu'on peut voir à la caméra. Puis ce qui est bien avec les caméras, c'est qu'on ne peut pas voir que je suis. On peut vous laisser imaginer la grandeur que je suis. Certaines personnes pensent que je suis grande. J'aime de les laisser avec cette illusion-là. Mais en fait, je suis 5 pieds 2. Donc voilà, ça me décrit. Merci, Émilie, pour la description de mon parcours. Donc oui, plus de 20 ans de carrière à la fonction publique, mais j'ai pas, j'ai débuté ma carrière comme un cordonnier mal chaussé. Je suis conseillère en orientation, j'ai une formation professionnelle dans le domaine et puis je ne connaissais absolument rien de la fonction publique. Quand je m'y suis joint, j'ai tombé dans la fonction publique par hasard parce que j'avais une de mes collègues dans euh, dans mon cours à la maîtrise qui, elle, faisait un stage à la fonction publique. Puis j'ai décidé de faire mon stage là également. Et lors de ma première rencontre avec mon superviseur de stage, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à la fonction publique? C'est quoi que tu veux accomplir dans ta carrière à la fonction publique? C'était mes premières journées à la fonction publique. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Ça fait que je me suis dit, je vais même pas essayer de répondre à cette question-là. J'ai été très honnête avec lui, puis j'ai dit, c'est une excellente question. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce que je veux que mon legs soit. Euh, Au cours de mes 4 mois de stage, à ce moment-là, je me suis vite sentie comme un petit poisson, là. Je ne sais pas si vous avez écouté Nemo. Je me sentais comme Nemo, qui naviguait dans un océan qui est vaste, qui est grande, qui est belle, qui est épeurante, qui est excitante, qui a toutes sortes d'opportunités à chaque déplacement, euh, mais que j'avais aucune idée par où aller, par où commencer, qu'est-ce qu'un PE, ça mange en hiver, c'est quoi ces termes, ces acronymes qu'on utilise. Donc, pour moi, ça a été, j'avais personne à qui me référer dans ma famille ou des expériences passées pour m'ancrer. J'étais vraiment laissée à moi-même. Et comme dans le film de Nemo, Nemo, il y a des alliés. Il y a des personnes autour de lui qui l'aident à naviguer, qui l'aident à trouver son chemin. Puis, c'est ce que j'ai fait. J'essaie de trouver des gens qui allaient pouvoir m'aider à répondre à des questions aussi de base que c'est où que je peux prendre l'autobus en sortant du travail. J'habitais à Ottawa à ce moment-là. J'étais assez nouvelle dans la ville. Tu sais, les questions d'intégration, le onboarding, mais le onboarding, c'était pas un concept qui est appliqué partout de la même façon. Euh, donc, pour moi, c'était de l'intégration en le faisant, en le vivant. Donc, vraiment en ayant des alliés autour de moi, des alliés, à ce moment-là, c'était mon superviseur de stage, mais j'osais pas trop lui poser les questions de base parce que je voulais pas nécessairement lui montrer toute ma vulnérabilité, à quel point que je connaissais rien. Euh, donc, j'ai essayé de trouver des gens, puis je marchais juste autour du bureau. J'ai trouvé des jeunes, d'autres gens en qui je pouvais peut-être me sentir à l'aise de poser des questions. Puis j'ai commencé à poser des questions. On s'est créé une espèce de réseau, justement, comme les réseaux des jeunes, euh, où est-ce que là, je me sentais plus à l'aise de poser des questions. Euh, D'autres gens dans mon équipe, des collègues de travail avec qui je pouvais discuter. Puis ces gens-là sont devenus
mes, mes navigateurs de carrière. Ces gens-là sont devenus des gens qui ont pu m'aider à comprendre la façon que ça fonctionnait. Puis à la fin de mon stage, j'ai été voir mon superviseur, puis j'ai dit, j'ai peut-être pas la réponse à la question, mais j'ai un début de réponse à la question. Puis, ce que je veux faire dans ma carrière, ce que je souhaite accomplir, c'est d'aider d'autres gens à naviguer leur carrière à la fonction publique, en réalisant à quel point que c'est immense. Savez-vous combien d'emplois qu'il y a à la fonction publique? Au-dessus de 350 000 emplois à la fonction publique. Ça devient le plus grand employeur du Canada. Et donc, les opportunités de carrière au sein de ce plus grand employeur-là sont immenses. Puis en soi, c'est excitant, mais en soi, c'est aussi comment je m'y prends, comment je fais pour me trouver dans ça. Puis il y a certaines personnes qui commencent leur carrière beaucoup plus intentionnellement que moi je l'ai fait quand j'ai tombé dedans un peu par hasard. Si vous arrivez avec tu sais, chacun arrive avec son scénario, chacun arrive avec son bagage d'expérience, de connaissance de soi, chacun arrive avec ses outils. Et donc, chacun a son parcours à tracer à la fonction publique. Il y a pas une carte qui dit voici comment vous devez vous y prendre. Chaque carte est adaptée à chaque scénario donc qui vous êtes. Et certaines personnes arrivent avec une connaissance de soi très grande et une connaissance de ce qu'ils souhaitent accomplir qui est très grande aussi. Il y en a d'autres qui arrivent avec une connaissance comme moi, un peu, tu sais, go with the flow, mais en même temps, la citation, ma carrière est trop importante pour être laissée dans les mains de mon employeur. C'est vraiment vrai. Ma carrière, elle est trop importante pour être laissée dans les mains de mon employeur. L'employeur, il a une responsabilité de vous offrir un environnement sain, de vous offrir un environnement où est-ce qu'on souhaite pouvoir vous encadrer dans votre développement de carrière, mais à la fin de la journée, le terme naviguer, puis les images que vous voyez là, la boussole, de nos jours, c'est plus des GPS, là. Ben, le GPS, il ne peut pas vous aider à savoir où aller si vous ne lui donnez pas certains indices, si vous n'avez pas une certaine idée de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est un travail de connaissance de soi. Euh, Votre gestionnaire, il est là pour vous appuyer. Si que vous avez une personne qui a été destinée pour être dans la gestion parce qu'elle avait une bonne connaissance de soi, puis qu'elle est devenue gestionnaire parce qu'elle aime gérer des personnes, qu'elle aime gérer les opérations et les finances, vous allez peut-être avoir une de ces bonnes personnes qui sont dans le bon poste et qui vont être en mesure de vous soutenir. La fonction publique étant ce qu'elle est, on a plusieurs personnes qui ont gravi les échelons un peu sur le pilote automatique. Et parce qu'on fonctionne dans un environnement où est-ce que c'est des échelons, ils sont devenus gestionnaires parce que c'était la prochaine chose à faire. Ils ne sont pas devenus gestionnaires parce qu'ils voulaient être gestionnaires. Et donc, ça se peut que vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous avez un gestionnaire qui est gestionnaire parce qu'il est spécialiste de contenu, puis qui est un vraiment bon spécialiste de contenu, mais il est peut-être pas, c'est pas sa force de gérer des personnes. Et donc, vous aurez peut-être pas le soutien que vous cherchez de cette personne-là. À ce moment-là, allez-vous trouver d'autres alliés. Allez-vous trouver des gens autour de vous, ailleurs, dans d'autres équipes, peut-être même au niveau d'une autre organisation ou différents secteurs de l'organisation, euh, qui pourront vous aider à avoir ces genres de conversations. J'ai vu qu'il y avait 45% des personnes qui ont répondu qui n'avaient pas eu cette conversation-là avec leur gestionnaire. Des conversations de carrière, c'est quelque chose qui peut être très intimidant. Les gestionnaires ont peur d'avoir des conversations de carrière parce qu'ils ont peur de créer des fausses attentes envers les employés. Qu'est-ce qui arrive si je discute avec mon employé et il me dit qu'il aimerait gravir le prochain niveau, puis moi, je n'ai pas ce poste-là au sein de mon équipe? Je vais le décevoir. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que les conversations de carrière n'ont pas lieu. Peut-être que c'est vous qui ne vous sentez pas à l'aise, qui n'avez pas établi la relation de confiance avec le gestionnaire ou qui ne vous donne pas cette impression-là. Il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que ça se peut que vous n'avez pas eu ces conversations de carrière. Mais si vous êtes en mesure d'en avoir une, c'est une conversation, c'est pas une conversation. C'est un dialogue continu. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se développe, puis au cours de l'année, soit à travers de vos ententes de rendement, de vos plans d'apprentissage, vous pouvez commencer à initier le concept de comment toi, tu as commencé ta carrière à la fonction publique, à votre gestionnaire. Peut-être que là, ça va ouvrir un dialogue, puis d'avoir un échange à ce sujet-là.
Mais il y a plein de personnes autour de vous qui sont là aussi pour vous appuyer si jamais cet appui-là n'est pas au sein de votre unité respective. Euh, je vais laisser ça là pour le moment parce que je sais que j'ai d'autres collègues qui ont des choses à dire aussi. Puis, il va y avoir plein de questions qui vont me faire plaisir de répondre en cours de route. Merci Rachel. Je m'appelle Vincent Piette. Je suis présenteur de cette diapo présentement des compétences clés en leadership. Donc, pour moi, la fonction publique, je suis juste dernièrement arrivé. J'ai commencé en 2019 et présentement, je travaille au euh, secrétariat du Trésor. Et mon trajet dans la fonction publique, ça se varie beaucoup, beaucoup. Donc, vous pouvez voir comme dans le futur, je ne sais pas où je vais m'y arriver. Comme vous, je grandis toujours dans la fonction publique. Ça se peut que je vais aller dans la direction plus tard, mais pour l'instant, je me retrouve à travailler dans une équipe où on fait beaucoup de collaboration. Donc, c'est quelque chose que je voudrais mettre un petit peu d'emphase sur, c'est de travailler ensemble et de demander des questions. Je vous encourage fortement de demander vos questions à votre superviseur, le gérant, même au directeur. Um, pour l'instant, je vais juste aller sur les compétences. Donc, le lien pour les compétences, je vais le mettre dans le chat. Je vais vous laisser lire ça quand vous avez le temps, mais vraiment, les compétences clés en leadership, ça définit comportements attendus des dirigeants et de la fonction publique du Canada. Euh, donc, pour les leaders, c'est des comportements que vous devez avoir euh, soit en abondance ou vous exemplifiez les meilleures des compétences qui sont listées sur le diapo. Donc, créer une vision et une stratégie, mobiliser les personnes, préserver l'intégrité et le respect, mobiliser les personnes. J'ai dit ça deux fois. Collaborer avec les partenaires et les intervenants, promouvoir l'innovation, orienter le changement et obtenir des résultats. Um, Juste à vraiment vous dire que les compétences clés se reflètent beaucoup dans les superviseurs, les gérants et les directeurs, les gens que euh, vous identifiez avec souvent. Les gens qui ont ces comportements-là vont être les gens qui vont rechercher les pensées de tout le monde. Ça va être des gens qui vont être à la recherche de trouver d'autres façons de travailler, des façons innovatrices. Et c'est vraiment euh, euh, quelque chose que leadership is embodied, not learned. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, mais ça aide beaucoup à juste à en parler avec votre superviseur. Et juste, si jamais vous avez aucune idée c'est quoi, moi, je les ai imprimés, les compétences, pour moi-même, juste pour me rafraîchir de temps en temps quelle, euh, quelle sorte de comportement est-ce que je devrais promouvoir dans mon comportement envers mes collègues, envers le travail que je fais, envers le travail que je veux faire. Donc, pour vous, euh, regardez à ces compétences-là. S'il y a quelque chose que vous voyez que vous ne faites pas à 100%, demandez à votre superviseur comment vous pouvez
changer votre comportement, améliorer votre comportement. Il y a toujours de la place à faire une amélioration à cet égard. Um, et vraiment, pour vous, il y a beaucoup d'opportunités à faire du bénévolat, à faire, et je vois, il y a déjà des questions à cet effet. Je vais laisser pour la session de questions, mais pour maintenant, um, je vais juste passer le mot pour la prochaine diapo à Chris, je crois. Merci Vincent, merci Rachel. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez à dire. Euh, Moi, je suis Chris Bozek. Je vais me décrire un petit peu. Je suis homme blanc, peau blanche, d'un certain âge. Je m'approche à la soixantaine. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux blonds, puis couleur sable. Maintenant, c'est de plus en plus gris. Actuellement, je suis dans la cour arrière de mes beaux-parents en la région de Niagara. Je ne porte pas de souliers. Donc, je crois que ça suffit comme description physique. Euh, on m'a demandé de vous parler de compétences linguistiques. C'est bien possible que vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis anglophone. Et j'ai bénéficié de la formation linguistique à temps plein, qui est assez rare maintenant, il y a bien des années. J'avais un peu de français, j'ai étudié français en école secondaire en Ontario, et je parle français parce que je suis anglophone et c'est la langue que j'ai essayé de maîtriser. Euh, Ça vaut la peine. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. What did I do with my notes? There's my notes. Um, Il y a certaines choses qui sont évidentes. Maîtriser une deuxième langue, ça aide à la continuation d'une carrière. C'est bien clair. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi un sens de satisfaction. J'ai regardé certaines données sur le taux de bilinguisme au Canada. Il y a seulement 18% des Canadiens qui sont bilingues anglais-français. Euh, Si vous êtes parmi ce groupe-là, c'est un nombre assez restreint. Oui, il y a la partie qui aide à chercher un autre emploi et je ne mens pas. Ça m'a beaucoup aidé à trouver des postes aussitôt que je pouvais indiquer que j'avais mes niveaux C et après ça, mes niveaux E. Je me suis trouvé dans un bassin plus facilement aux autres personnes avec un ensemble de compétences semblables. Juste c'est une de ces choses. Mais il y a beaucoup plus que ça. Quand on apprend une deuxième, troisième, quatrième langue, on commence à apprendre sur d'autres façons à penser, sur d'autres façons à apprécier la culture. Je vais vous donner un exemple. J'ai poursuivi une maîtrise en administration publique au mi-point de ma carrière au gouvernement. Euh, Mon bac était en littérature anglaise, qui a beaucoup d'utilité. OK, il n'a pas beaucoup d'utilité, mais c'était fun. Mais j'ai poursuivi une maîtrise en administration publique dans la langue française, à l'École nationale d'administration publique. Un peu pour relever un défi, parce que ce n'est pas facile, mais ça m'a aidé à garder les compétences linguistiques que j'ai gagnées au fil des efforts. Euh, mais une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est en étudiant en français, je lisais auteurs différemment qu'on aurait étudié dans les universités anglophones ou américaines. Oui, il y a certaines, Henry Mintzberg, oui, bien sûr, tout le monde le lit, mais en français. Mais il y a toute une gamme des auteurs du Québec, euh, de la France, de l'Afrique, de Haïti, et ça aide, ça ajoute une perspective différente au même sujet. Donc, ça m'a aidé dans ma carrière quand je me suis trouvé autour de table de gestion, les experts en politique. Je pouvais ajouter, est-ce que vous avez pensé à cette idée ou cette nuance dans une discussion politique? Parce qu'une des choses qui est un grand défi pour la fonction publique, c'est de nous entourer des gens qui pensent comme nous.
le profil linguistique, c'est juste une faible partie. Rachel a parlé de chercher des alliés. Oui, absolument. J'ai beaucoup apprécié ça. Euh, Quand on cherche des alliés, cherche des gens avec lesquels vous êtes confortable, mais aussi des gens qui vous rendent peut-être un peu inconfortable parce que c'est en se poussant, en vous poussant que vous aurez l'occasion de développer des nouvelles compétences. Oui, je parle de perfectionnement linguistique, mais je parle d'autres types de perfectionnement aussi. Euh, je suis à la retraite. J'ai oublié de numéroter mes pages. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Mes deux autres collègues ont parlé de quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce que je devrais faire pour le prochain poste, pour le prochain projet, prochain stade? Avec qui devrais-je parler? Si vous cherchez une formation linguistique, je dois admettre, c'est difficile de trouver quelque chose de temps plein. Ça n'existe presque plus au gouvernement, mais il y a des occasions pour une formation en temps partiel. Ce n'est pas parfait, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc, cherchez ces occasions comme ça. L'autre chose qu'on peut faire, chercher des affectations. Si vous avez, je vais présumer que vous êtes anglophone et votre deuxième langue serait anglais, mais peu importe. Si vous connaissez, si vous avez assez de connaissances en anglais, que vous pouvez fonctionner niveau B, disons, demandez une affectation euh, dans un endroit où on parle l'autre langue. Pour les gens qui se trouvent dans la région de la capitale nationale, c'est facile, c'est juste de l'autre côté de la rivière. Et ces échanges faits assez simplement. Rachel a parlé un peu de faire des alliés et chercher des possibilités. C'est une bonne façon d'avoir des occasions de développer les connaissances linguistiques aussi. Um, Vincent et Rachel, tous les deux, ont parlé d'une conversation avec un patron. Oui, ce n'est pas la seule personne qui peut vous aider, mais parlez à vos aspirations, à votre gestionnaire, mettez ça dans votre plan de formation. Toutes ces choses sont importantes et sont faisables. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir toute la formation, ce dont vous voulez, mais au moins c'est un commencement. Euh, et juste la dernière chose que je vais mentionner, c'est que apprendre une autre langue, une deuxième, troisième, cinquième, whatever, est bon pour la santé. Il y avait assez d'études qui prouvent que les gens qui parlent plus d'une langue, même s'ils ont appris la langue plus tard dans la vie, auraient moins de démence de Alzheimer's dans leur vieillesse. Euh, on peut faire des connexions plus rapidement parce que nos cerveaux ont la tendance de voir d'autres façons je simplifie beaucoup, de nommer la même chose. Je regarde, il y a un arbre directement devant moi. It's a tree. OK, c'est vraiment simple, mais ce sont deux façons de parler de la même chose. Donc, je vous encourage, parlez à vos collègues qui parlent la deuxième langue. Ne, ne soyez pas gênés. Quand on apprend une deuxième langue, on dit des choses complètement bêtes. Je ne peux pas répéter ce que j'ai dit autour d'une table de gestion à Montréal il y a bien des années, mais j'ai fait rire tout le monde et euh, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en français parce que c'est vraiment impoli, mais c'était l'équivalent pour les gens qui parlent anglais. Tomorrow, we're going to have a booty day at the office. Um, donc, c'est possible que les gens vont rire, mais ils vont rire avec vous, pas à vous. Um, OK? On va céder la parole à Émilie pour nous parler de... Qu'est-ce que vous allez nous parler, Émilie? Je vais parler de plusieurs des occasions de- d'apprentissage qui sont à votre portée. Donc, je peux en nommer plusieurs, je en fait bénévolat que dans les rôles que je dis que je tiens, mais pour commencer, plusieurs ministères offrent des excellents programmes de mentorat. Il y a également une communauté de pratique nommée Mentor GC qui offre un espace pour entrer en contact avec d'autres personnes qui s'intéressent ou participent à la planification de programmes de mentorat.
Et ces groupes peuvent vous aider à élargir votre réseau professionnel à travers des possibilités de réseautage. Il y a aussi plusieurs des communautés et réseaux au gouvernement. Presque chaque province a un réseau régional et en Ontario, la RCN a son propre réseau juste à cause de sa grandeur. Et ces réseaux offrent des opportunités de bénévolat sur leurs équipes exécutives, mais aussi planifier des événements de réseautage ouverts à tous les fonctionnaires du gouvernement. Donc, vous pouvez réseauter avec pas juste du monde de votre propre équipe ou de votre propre ministère, mais aussi avec du monde en dehors de votre cercle ou de votre travail actuel. Et plusieurs des ministères ont des réseaux de soit jeunes professionnels ou juste de professionnels. Et ils ont des éléments de développement de carrière, de réseautage et plus. On a environ plus de 25 ministères en ce moment qui ont des RGP, mais ça continue à grandir. Donc, je vous encourage tous à regarder à travers de vos propres ministères pour voir si vous en avez un. Et le RGFF offre plusieurs opportunités comme cet événement. Leur journée d'apprentissage en personne qui se passe tout au travers de l'année dans plusieurs provinces et de villes, le camp de carrière, etc. Et il y a des possibilités de conférences également, par exemple, à travers de l'Institut d'administration publique du Canada et le Bureau de la collectivité de communication. Donc, je vais passer la parole à Chris pour continuer à vous parler des occasions d'apprentissage, plus spécifiquement à l'école, euh, avec l'école, ouais. Merci, Émilie. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que j'ai passé 10 ans de ma carrière à l'école de fonction publique et je vais vanter un peu l'organisation. C'est pour les gens qui n'ont pas encore découvert l'école, c'est une organisation, c'est un ministère gouvernemental, juste comme tous les autres ministères, euh, dont la mission est d'offrir la formation, l'apprentissage aux fonctionnaires. Je ne peux pas dire que c'est gratuit parce qu'il n'est pas gratuit, mais c'est déjà payé. Il n'y a aucun frais pour toi, pour votre gestionnaire, pour votre ministère. C'est alloué au niveau du budget global du gouvernement. Donc, tous les cours sont gratuits. Il faut seulement l'approbation de votre gestionnaire. Une autre raison de parler régulièrement avec votre gestionnaire et de vos aspirations, de vos forces, de vos faiblesses, les lacunes que vous voulez combler. Passez dans le site web de l'école pour voir qu'est-ce qui est disponible. Il y a des choses techniques comme comment faire un plan de dotation. Il y a beaucoup de programmes de leadership. Je me suis impliqué dans le programme pour les nouveaux superviseurs, nouveaux gestionnaires, futurs directeurs, nouveaux directeurs. J'ai fait leadership pendant 10 ans. J'ai enseigné leadership pendant 10 ans aux gens de la fonction publique et je crois que j'ai vu une différence. Donc, les cours sont là. Euh, je crois que Justine met des choses dans le chat. Est-ce que j'ai raison, Justine? Il y a des liens. Il y a un bulletin, un newsletter que vous pouvez abonner. Il y a aussi, vous pouvez chercher par communauté ou thème d'apprentissage. Il y a nouveautés, derniers ajouts au catalogue d'apprentissage, parcours d'apprentissage, apprentissage par thème ou communauté. Et le troisième lien, c'est bulletin GC apprentissage. Et c'est juste un newsletter qui vous nous garde au courant, surtout des événements qu'offre l'école, parce qu'il y a des invités, il y a ce qu'on appelait les armchair discussions dans le passé, les événements visant tous les niveaux de la fonction publique ou la fonction publique en général. Donc, informez-vous de ce qui est disponible à l'école. Please. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions du public. Vous pouvez utiliser la fonction Q&A pour répondre, pour poser vos questions. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour la question que vous aimez le plus en utilisant le pouce levé. Donc, nous allons commencer avec la première question que je peux voir de disponible. Et la première question est, quelle est la meilleure façon d'approcher une personne si je souhaite être jumelée avec elle? Je vais lancer ça à Rachel pour commencer. Oui, merci. Ben justement, c'est une des choses comme conseillère en orientation dans les sessions qu'on offre aux employés sur comment naviguer sa carrière dans la fonction publique. On parle beaucoup de réseautage, puis comment approcher des gens, que ce soit dans des programmes formels de mentorat. Si ça existe dans vos ministères, vous pouvez certainement
joindre ces initiatives-là. Mais souvent, les alliés dont je faisais référence tantôt, puis Chris a mentionné, euh, c'est vraiment une approche informelle. Commencer avec une personne. Chris m'a référé Vincent. Je communique avec Vincent. La première chose que je fais, je dis, Vincent, j'ai été référé à vous par Chris. Je pense que vous avez connu Chris dans le cadre de Danana, dans les années que Chris était à l'école. Et il m'a dit que tu serais une bonne personne pour m'aider à continuer mon développement. Je suis nouvelle à la fonction publique, peu importe votre scénario. Puis là, une des premières questions, parce que c'est toujours intimidant de faire contact avec une personne qu'on ne connaît pas, mais les gens aiment parler de leur propre expérience. Donc, la première question qui est possible de poser, c'est Vincent, aussi simple que parle-moi de comment toi, tu as commencé à la fonction publique. Puis à travers des expériences des autres, on apprend beaucoup. Parce que c'est là où est-ce qu'on va apprendre un petit peu le- la navigation informelle. Oui, il y a la porte principale, tu sais, les outils, les systèmes de dotation, jobs.gc.ca, puis toutes ces choses-là. Ça, j'appelle ça la porte principale. Mais comme mes ados me le rappellent à chaque jour, il y a différentes façons de rentrer dans une maison. Il y a des fenêtres, il y a des portes de côté, il y a soyez créatifs. Et il y a autant de façons de rentrer dans un poste qu'il y a de postes à la fonction publique, sincèrement. Donc, ça passe beaucoup par le réseautage, ça passe beaucoup par les alliés. Donc, comment approcher une personne? Soit que vous l'approchez directement, soit que vous allez par cette personne-ci m'a référé. Terminez toujours votre conversation avec une personne que vous rencontrez dans ce contexte-là intentionnel de développement de carrière en demandant à Vincent, et Vincent, qui d'autre que avec qui je pourrais communiquer pour m'aider dans mon cheminement? Fait que là, Chris m'a référé à Vincent, Vincent va me référer à quelqu'un d'autre. Et puis, aller à cette personne-là, encore, vous recommencez, Vincent m'a référé à vous. J'aimerais en apprendre davantage. C'est comment vous avez commencé votre carrière à la fonction publique ou vous avez des questions plus spécifiques. Les gens aiment se faire poser des questions. Vincent, Chris, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter Et j'adore sur le sujet. ce que tu avais ajouté de finir avec que la prochaine Toujours personne finir. doit toujours Oui. de juste continuer puis continuer avec ça. C'est comme, je vais utiliser C'est un ça. domino effect. C'est vraiment un domino. Toujours. Toujours aller avec la prochaine personne. Je l'ai fait encore 20 quelques années plus tard à la fonction publique. Chris Vincent, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question? Euh, Moi, je dirais juste vite fait, c'était une excellente réponse, Rachel. Je fais ça, l'enchaînement des entrevues avec les gens. C'est quelque chose que moi, je fais, même être dans une position où je suis déjà confortable. C'est toujours d'en demander plus et tout le monde, soit qu'ils connaissent quelqu'un d'autre, ça va vous aider. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est de mettre en utilisez un outil pour prendre vos notes et les garder toutes ensemble. Moi, j'utilise OneNote pour prendre toutes mes notes et garder-les ensemble. Um, et peut-être aussi, si c'est plus facile, les courriels qui s'enchaînent, mettez-le dans un inbox ou dans un dossier où vous pouvez y référer assez souvent parce que vous savez jamais quand un enchaînement avec quelqu'un d'autre va s'entraîner et avoir vos notes en ordre va vous aider à faire la connexion un petit peu plus mémorable avec les gens. Si vous dites que oh, juste la connexion est plus moins, moins concret, ça va, si c'est plus concret, ça va vous aider à rester en mémoire avec la personne et peut-être enchaîner soit d'autres entrevues ou peut-être des opportunités. Si je peux juste ajouter deux petites choses. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. Ce sont des conseils parfaits. L'autre chose, la seule chose que j'ajouterais, c'est que avant de parler à quelqu'un pour jumeler ou une autre occasion de travail, demandez-vous quelques questions. Qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je veux apprendre? Comment est-ce que cette étape, est-ce que ça va convenir à ma plan de carrière? Faut-il changer mon plan de carrière? Et qu'est-ce que j'ai à offrir aux,
à la nouvelle gestionnaire, la nouvelle organisation. Euh, Comprendre votre why, votre pourquoi avant de parler. Parce que si vous voulez seulement juste un changement, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'approcher quelqu'un. Peut-être, peut-être pas. Et l'autre chose, c'est si la personne dit non, ça ne veut probablement pas dire non pour jamais. Peut-être le moment n'est pas propice. C'est parfaitement correct pour dire, est-ce que je peux retourner auprès de vous dans 6 mois, dans 12 mois? Ou est-ce que vous avez des recommandations pour moi? Parce que la majorité des gens dans la fonction publique veulent le succès des autres membres de la fonction publique. Et parce que Chris l'a mentionné tantôt, j'aimerais le rappeler, si vous avez l'opportunité de le faire dans votre deuxième langue, encore une belle opportunité de développement et de croissance. Et pour faire le lien avec les compétences clés en leadership aussi, c'est une bonne question dans les questions dont Chris faisait référence de comment se préparer à une telle conversation de réseautage. euh, de poser des questions en lien avec les compétences clés en leadership. C'est quelles compétences clés en leadership qui vous a le plus servi dans votre carrière à vous ou dans le poste actuel que vous occupez? Quelles compétences clés en leadership que vous pensez qui seraient utiles pour moi de développer en tant que dans le poste que vous êtes actuellement ou dans une aspiration future? Donc, de faire ces liens-là avec des éléments concrets, ça aide aussi à enrichir les conversations. Donc, la prochaine question, combien de temps doit-on rester à un poste avant de passer à un autre poste? Je vais commencer avec Chris à cause que vous avez la plus longue carrière au gouvernement. On C'est un sait peu que- Elle est bonne. Ouais. il y a une expression en anglais, une blague, quelque chose comme How long should your legs be? Long enough to reach the ground. C'est un peu, ce n'est pas une très bonne réponse, mais il y a un moment, c'est juste le bon temps. Une couple de choses que je suggérerais, c'est chercher un prochain poste avant que tu ne soyez trop confortable dans votre rôle, avant que ne se devenez trop facile. Cherchez des nouveaux défis. Il y a des exceptions. Si les choses ne vont pas bien, si vous entendez pas bien avec vos collègues, votre boss, oui, absolument, cherchez à changer de poste plus tôt. Mais il n'y a pas une longueur qui est trop courte ou trop longue. Ça dépend du poste. Si vous avez engagé pour un projet pour 3 ans, je suggère que 3 ans, c'est un bon moment de changer de poste. Pas avant, pas après, mais des circonstances changent. Si vous avez un plan de carrière et tout d'un coup, vous avez 2 bébés à la maison, peut-être vos disponibilités ont changé aussi, votre focus a changé. Mais je dirais que quand, excuse-moi, quand vous pensez que vous avez assez appris sur votre rôle et assez sur qu'est-ce que vous serez en mesure d'appliquer dans le futur et que vous avez assez contribué à l'unité de travail, c'est le temps. Peut-être 2 ans, peut-être 4 ans, peut-être 7 ans. J'ai beaucoup aimé qu'il y a pas une réponse à cette question. Il n'y a pas de chiffre magique. En tant que conseiller en développement de carrière, souvent les gens vont venir nous voir un peu comme lorsqu'on va au médecin, lorsqu'il est trop tard, lorsqu'on a des symptômes puis qu'on est malade. Dans sa carrière, comme dans sa santé, c'est important d'être proactif. C'est important de vouloir maintenir sa santé saine, donc de faire des bons choix de vie pour rester en santé, pour éviter de devoir consulter un médecin. Et si on consulte le médecin, c'est de poser des questions au médecin sur comment rester en santé. C'est un peu la même chose avec le concept de développement de carrière. C'est comment rester heureux et satisfait dans ma carrière en tenant compte des multiples facteurs qui viennent influencer cette satisfaction. C'est quoi votre définition d'être satisfait dans votre carrière? C'est quoi vos motivateurs? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos sources euh, qui vont vous maintenir motivé, vous maintenir engagé? Pour certaines personnes, c'est l'environnement de travail, c'est les collègues, c'est l'environnement. Pour d'autres personnes, c'est le focus sur le genre de tâches qu'ils ont à faire. Pour d'autres, donc, il n'y a pas de recette précise, euh, mais de ne pas attendre d'être misérable avant de faire des démarches, c'est de rester proactif dans son développement de carrière.
toujours avoir des options. Et juste pour enchaîner sur ça, c'est euh, avoir la porte déjà ouverte et avoir c'est quoi les opportunités que vous avez sur l'horizon. Ça va vous aider à vous être plus content de votre propre poste présentement. Ça m'aide souvent de regarder à autre poste et voir que oui, si je voudrais, je peux aller déménager horizontalement à une autre équipe. Euh, la- déjà, la porte est ouverte des fois, soit en parlant avec d'autres gens, ils disent que, OK, si jamais tu veux déménager ou revenir dans ton poste, on a toujours la porte ouverte. Ces options m'ont été présentées et ça m'aide à être vraiment satisfait dans mon poste, à savoir que si je voudrais, je peux déménager, mais pour l'instant, je suis vraiment content dans mon poste. J'ai pas vraiment l'œil à autre région, mais s'il y a l'opportunité, ça aide avec la santé mentale pour moi. Mm. Ouais, J'ai je mis dans le comprends. chat la théorie du flow. La théorie du flow, ça revient à ce que Chris mentionnait tantôt par rapport à, puis Vincent, ce que tu viens de dire par rapport à si je me sens bien, en lien avec ma santé mentale, si je ressens que j'ai les défis nécessaires pour être dans un état de flow qui est en lien avec mon sentiment de mes habiletés, le temps va passer. On perd même la notion du temps parfois. Le temps passe tellement vite, les journées passent vite parce qu'on se sent en flow. Mais parfois, on peut se sentir en apathie, tu sais, là, c'est presque, il y a certains postes qui sont pas à la hauteur des défis qu'on aimerait, puis c'est tout le temps routinier, puis on est surhabile à faire ce qu'on a à faire. Donc là, on est moins engagé. Des fois, c'est juste trop de stress, c'est juste trop de défis pour la capacité que j'ai. Et c'est là où est-ce que nos plans d'apprentissage doivent s'adapter à notre état de où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Mais des fois aussi, c'est vraiment l'emploi comme tel qui n'est pas un bon fit à ce moment ici dans notre vie, à ce stage de vie. Chris a mentionné des jeunes enfants ou, tu sais, en fin de carrière, ça peut vraiment avoir une incidence sur les choix qu'on fait en lien avec combien de temps que je reste dans ce poste-ci. Tant et aussi longtemps que tu es en croissance, puis tu es en flow, ça se peut que tu vas rester là 5 ans, ça se peut que tu vas rester 10 ans, ou ça se peut que tu vas rester 18 mois. Ça dépend des personnes. Ouais, puis on a des excellentes réponses de tout le monde. Puis ouais, je suis complètement d'accord que ouais, c'est vrai, ça dépend vraiment de la situation et du genre de Mhm. travail, un projet ou non, mais ouais, Si ben là, juste quelqu'un m'avait dit que comment j'allais excuse, si quelqu'un m'avait dit que j'allais être dans le poste de gestion que j'occupe actuellement pour plus de 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai resté 2 ans à l'APK. Ensuite, je suis allée 1 an et demi au ministère des Finances. Ensuite, j'ai déménagé dans un autre ministère. Ensuite, je suis venue ici à l'APK au Nouveau-Brunswick. Toutes ces opportunités-là, ils sont un peu arrivés par c'est le be the best you can be in your current job. Là. C'est un petit peu ça la philosophie aussi, d'être le meilleur que tu peux être dans ton emploi actuel, peu importe c'est quoi cet emploi-là. Souvent, ça va créer des opportunités parce que les gestionnaires, on jase. On jase entre nous. On fait comme, avez-vous remarqué cette personne-là? Oh, Émilie, s'est impliquée avec les réseaux des jeunes, a fait ci, a fait ça. Ah, OK. Ça crée des opportunités. Donc, soyez la meilleure version de vous-même que vous pouvez être dans le poste où ce que vous êtes actuellement. Et puis ça aussi, ça peut vous ouvrir des portes. Mais lorsque je suis arrivée à la l'APK, jamais que j'aurais cru que j'aurais resté aussi longtemps. Ça fait 17 ans que je suis ici. C'est parce que le contexte change et je continue de ressentir que j'ai des défis qui sont à la hauteur de mes compétences, qui me laissent dans un état de flow. J'ai du plaisir avec mes collègues, j'ai un bel environnement de travail. À ce moment ici, je suis bien, donc je vais rester. c'est ça que comme que les meilleures histoires que t'entends le monde parler, c'est le moment comme ce qui sont, ça fait un bout de temps qu'ils sont là, c'est à cause que l'environnement de travail, le travail qu'ils font, puis c'est juste ça, c'est juste un environnement très positif, puis ça l'aide avec. Ouais, juste avec la balance, avec le work-life balance, ça l'aide avec ça aussi, de juste pouvoir passer du temps en dehors de votre travail. Donc, la Mhm. prochaine question qu'on a, c'est comment convaincre mon gestionnaire d'approuver une affectation slash micro-mission. Donc, je ne sais pas qui serait le plus confortable à commencer à prendre ça là. Et moi, j'ai été gestionnaire, je suis gestionnaire encore. Puis souvent, ce que je dis aux employés, c'est rendez-moi la tâche vraiment difficile de dire non.
rendez-moi la tâche la plus dure possible de dire non. Arrivez-moi prêt avec, tu sais, là, expliquez-moi comment ceci va vous bénéficier, en quoi ceci va bénéficier l'organisation, comment ceci pourrait être un avantage. Peut-être ça va pas être un avantage pour moi parce que je vais devoir remplacer la personne qui est correcte parce que mon rôle, c'est d'être un développeur de talent, c'est d'aider la personne à se développer. Mais des fois aussi, comme gestionnaire, on réalise que des personnes peuvent vouloir quelque chose trop vite et que ça va peut-être pas être à leur avantage. Notre rôle aussi, c'est d'aider les gens à apprendre à mieux se connaître. Donc, aidez-moi à vous dire oui. Je suis d'accord avec ça aussi. J'étais gestionnaire ou cadre pendant plus de 20 ans dans ma carrière. J'ai dit non une fois. Et la personne a rendu ma vie facile à dire non parce qu'elle ne voulait vraiment pas l'affectation. Elle utilisait mon non comme sa raison pour ne pas décevoir l'autre personne. Et j'ai une occasion que j'ai dit, je ne vais pas dire non, mais je ne crois pas, ce n'est pas une bonne idée, c'est trop et trop tôt. Et malheureusement, j'avais raison. Cette personne a été promue trop rapidement et tombée malade, une dépression, un burn-out et était en congé pendant plus de 2 ans avant qu'elle n'avait soit 30 ans. Donc, encore une bonne conversation avec les alliés, les collègues, les gestionnaires. Euh, oui. Euh, pour moi, c'est vraiment trouver c'est quoi ton gestionnaire, c'est quoi les bénéfices pour eux de, de moi aller à une autre position pour revenir, spécialement avec un micro-mission parce que c'est un temps déterminé. Qu'est-ce que toi, tu veux revenir? Quelles compétences est-ce que tu veux développer et retourner avec en abondance de ton retour? Donc, des fois, c'est à penser à ça et dire que c'est là où je voudrais développer quelques de mes talents. Euh, et je vais laisser ça là. Donc, je vais passer peut-être une ou deux autres questions, juste en regardant le temps. Donc, la prochaine question qui a le plus de votes, c'est quelles sont les compétences spécifiques en leadership que vous jugez essentielles pour les jeunes fonctionnaires? Je sais que tu l'as touché un peu, Vincent, avec les compétences clés que vous avez partagées et ça, mais je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ou que vous voulez partager par rapport à ça. Moi, je dirais que pour cette question-là, une bonne question. C'est vraiment l'ensemble des. Est-ce que tu. Y a-tu euh, y a-tu une compétence que tu te retrouves avec la difficulté? S'il y a quelque chose où tu as une faiblesse, retrouve-toi à développer celui-là. Les gestionnaires ou les gens qui sont en position de leadership sont qu'est-ce qu'on appelle de well-rounded people, où ils ont des compétences d'être capables de faire un petit peu de tout. Sont des bush-throughs, sont capables de faire la communication, sont bons à gérer le temps des autres et de leur propre temps. Donc, des compétences, trouvez celui que vous avez une faiblesse et tentez de développer celui-là le plus. Moi, je vais complémenter la réponse à Vincent parce que c'est très important de développer, d'être conscient, premièrement, de ses compétences, ses propres compétences à soi. Avant de savoir c'est quelle compétence qui est celle à développer, ben, c'est unique à chacun parce que c'est une connaissance de soi. Ça reflète la connaissance de soi. Donc, la compétence de connaissance de soi est une des compétences les plus essentielles en tant que leader. Et je dirais, le concept, le mindset shift que ça prend pour se considérer soi-même comme leader, peu importe le titre, peu importe le poste. Adjointe administrative, c'est les backbones de nos organisations. Ces gens-là ont besoin de démontrer du leadership. Comment on fait pour développer son leadership? Ça dépend justement de votre connaissance de soi, puis où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. Je dirais également que pour vraiment exceller dans quelque chose, si c'est ça votre objectif, de devenir un spécialiste, vous devez aussi miser sur vos forces. Oui, développer les choses
sont peut-être vos lacunes, mais également miser sur vos forces. Parce que l'environnement de travail qui va faire appel davantage à vos forces, dans lequel vous allez pouvoir exprimer davantage vos forces, va, va sûrement être un environnement de travail dans lequel vous allez vous sentir plus confortable. Si vous vous sentez plus confortable, vous allez être plus engagé. Si vous êtes plus engagé, vous allez plus performer. Donc, c'est un avantage pour l'organisation si vous êtes dans un right fit. Et ce right fit-là, ça débute avec la connaissance de soi puis de savoir c'est quoi les compétences qui sont mes forces et où est-ce que ce sont les environnements où est-ce que je pourrais vraiment utiliser ces forces-là. Si de faire des présentations, c'est pas les choses qui vous intéressent, c'est pas dans vos forces, puis que vous vous retrouvez dans un emploi où est-ce que vous devez faire des présentations à tous les jours, oui, vous allez le développer, ça va vous servir dans votre carrière, ça peut être très intentionnel que vous utilisez ça comme une expérience d'apprentissage, mais à long terme, ça se peut que c'est pas là où est-ce que vous voulez continuer. Si je peux juste enchaîner rapidement. Euh, une fois de plus, je suis entièrement d'accord avec mes collègues, surtout en cherchant les lacunes et les choses qu'il faut développer. Euh, En parlant de certaines compétences spécifiques, des compétences clés que nous donne le Conseil de Trésor, pardonnez-moi, euh, je dirais, et ma compétence moins favorite, c'est obtenir des résultats, parce que pour la majorité des gens, c'est les choses qui se passent naturellement si on s'occupe des autres. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas nécessaire d'ignorer les résultats. Il faut que vous fassiez votre job de façon correcte, honnête, complète. Et des fois, les gens sont tellement excités à la prochaine poste qu'ils oublient qu'ils n'ont pas encore terminé avec le poste actuel. L'autre, c'est préserver l'intégrité et le respect. Si on réussit dans la fonction publique, c'est parce que nous sommes à base une organisation éthique. Les exceptions, comme je vais le dire, ArriveCan, sont des exceptions, sont vraiment rares. Il y a des lacunes par les manques de compétences, mais j'ai vu très, très, très peu de lacunes causées par un manque de l'éthique dans ma carrière. Mais sinon, si nous ne focalisons pas sur ça, on va avoir des problèmes. Mobiliser les personnes. D'habitude, ça vise les gestionnaires, mais comme Rachel vient de dire, ce n'est pas juste les gestionnaires qui sont les leaders. On peut mobiliser nos collègues, on peut assurer qu'ils ont les outils, le support, la camaraderie, ce dont ils ont besoin. Ça, c'est vraiment important. Et juste rapidement, créer une vision et stratégie. Et tout le monde va dire, oh, c'est mon directeur qui s'occupe de ça, c'est mon ADM qui s'occupe de ça. Oui, absolument, c'est le bread and butter. Mais pour vous autres qui sont probablement vers le début de votre carrière, commencez à penser à vision stratégique, pas nécessairement pour l'organisation, mais pour vous. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? La question, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? C'est une vraie question. Et avec ça, on va terminer ça. Vous êtes tous une mine de connaissances et moi-même, j'ai beaucoup appris et je ne manquerai pas de regarder l'enregistrement sur la page YouTube de Finn et Trait d'Union RGFF la prochaine fois que j'aurai des questions sur ce sujet. Nous avons une dernière question de sondage. Donc, les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Donc, la question est, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Les options sont oui, non ou je ne sais pas. Donc, pendant que vous répondez, je veux vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui et ceci conclut la la dernière session de la série d'apprentissage virtuel Démarrer votre carrière du bon pied. Donc, en outre, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise des journées d'apprentissage en personne dans tous les pays tout au long de l'année. Nous avons ajouté de nouvelles villes à notre programmation et vous pouvez savoir si nous venons près de chez vous en consultant la liste des villes et des dates sur notre page wiki. Et l'inscription est gratuite et vous ne voudrez pas manquer cette occasion de réseautage en personne. Enfin, joignez-nous les mardis du 18 juin au 13 août lors de Ministère sur le projecteur pour découvrir des emplois intéressants, des responsabilités courantes et des idées préconçues de la part de futurs dirigeants des ministères concernés. Et ce n'est que le début d'une aventure passionnante pour vous. Donc, comme j'ai mentionné, les ressources seront disponibles sur la page wiki et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre série de podcasts. Encore un grand merci à tous nos merveilleux panélistes et à tous nos apprenants qui continuent à prendre leur carrière en main et à prendre le temps d'investir dans leur avenir.
Nous vous reverrons tous et toutes bientôt et nous vous remercions de votre soutien continu au RGFF. Prenez soin de vous.